l'utilisation des paysages et des risques que cela peut entraîner. On va partir d'un exemple, l'eau dans le bassin parisien. Alors effectivement, si on se balade dans Paris, dans le 13e arrondissement, même pour être précis, au niveau du quartier de la Butte aux Cailles, il existe une fontaine, la fontaine Verlaine, qui a la particularité d'être certes une fontaine, mais cette eau qu'elle produit ne vient pas du réseau de la ville de Paris. En fait, on a creusé un trou à 600 mètres de profondeur et l'eau est ensuite remontée seule jusqu'à la surface. Alors bien évidemment, on a mis de la robinetterie, des vannes pour utiliser l'eau quand on en a besoin. Mais cette eau vient du sol. Alors, il ne faut pas imaginer que Paris est posé sur un grand lac souterrain ou qu'on serait en train de tanguer. Non, pas du tout. Bien évidemment, la ville de Paris est posée sur des roches. Alors quelles sont ces roches? Le bassin parisien est connu pour être constitué de roches calcaires. Les roches calcaires, je suis sûr que tu en connais une, j'en tiens une dans ma main, c'est la craie par exemple. Il a fallu déterrer des roches, de la craie, c'est une roche calcaire, et effectivement, cette craie, on peut l'utiliser pour écrire au tableau, pour plein de choses. Le bassin parisien, c'est donc effectivement beaucoup de roches calcaires et des craies. C'est quasiment du centre de la France jusqu'au bord de la Manche, où si tu regardes les falaises d'Étretat, ce sont des mètres et des mètres de roches calcaires posées les unes sur les autres. Paris ne déroge pas à la règle, elle est posée sur ces roches calcaires. Alors, cette roche calcaire, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est très cohésive, très compacte. Mais en fait, c'est faux. C'est constitué de plein de petits trous microscopiques, des pores. Et ces pores, l'eau peut circuler à l'intérieur. C'est donc une réserve naturelle pour l'eau. Ces roches perméables, peureuses, sont la définition, qui peuvent accepter l'eau, c'est la définition d'une nappe phréatique. Une nappe phréatique, ce sont des roches poreuses et perméables qui vont pouvoir stocker l'eau. Alors, maintenant, si on fait une coupe sous la ville de Paris, voilà ce qu'on peut voir. Différentes roches posées les unes sur les autres et avec différentes propriétés. On a donc creusé notre trou jusqu'à 600 mètres de profondeur pour la fontaine Verlaine. Ce qu'on voit, c'est que la fontaine Verlaine va s'ouvrir dans un mélange de craie et de sable à cette profondeur. Et l'eau va remonter. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Cette partie est la nappe phréatique de la ville de Paris. L'eau, qui va venir des précipitations ou de l'eau de ruissellement des fleuves et des rivières, va pouvoir pénétrer au niveau de ces endroits particuliers. Pourquoi pas au niveau de là où il y a un trait orange? C'est parce que c'est de l'argile. Et l'argile a la propriété de ne pas laisser passer, d'être imperméable, de ne pas laisser passer l'eau une fois qu'elle est gonflée par cette dernière. Donc, on voit très bien ici que ma craie et mon sable est flanqué de 2 couches d'argile. Ça veut dire que mon eau va véritablement s'écouler ici, dans cette petite cuvette, et ne pourra pas continuer à descendre dans d'autres roches calcaires. C'est pour ça que lorsqu'on a créé le trou ici en profondeur, la pression était telle que l'eau pouvait remonter naturellement. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À cause de l'utilisation de l'eau et de l'eau de cette nappe phréatique, la pression a baissé. Et donc aujourd'hui, on a mis une pompe pour pouvoir faire remonter l'eau. Mais ce n'était pas le cas lors de la formation de cette fontaine. Donc la ville de Paris ne manque pas d'eau. D'ailleurs, elle va récupérer son eau, pas seulement dans les nappes phréatiques, mais aussi dans la Seine et la Marne, dont elle traitera les eaux, bien évidemment, avant de les avoir dans nos robinets. Donc cette eau, elle est présente. Malheureusement, que se passerait-il s'il venait à en avoir trop, si les nappes phréatiques commençaient à être remplies? C'est ce qui se passerait comme en 1910. En 1910, il y a eu une crue énorme, l'eau de la Seine a débordé et par exemple, sur cette image, on se situe en 1910 sur l'horloge de la gare de Lyon et on voit que le quartier a littéralement les pieds dans l'eau. Alors aujourd'hui, la ville de Paris a réalisé des aménagements pour éviter d'avoir des crues comme celle de 1910. Premier aménagement, le lit de la Seine a été creusé. Bien évidemment, en creusant plus profondément, on a un volume d'eau qui peut être plus important en cas de forte pluie, par exemple. Et donc l'eau est charriée et ça évite de déborder. Deuxième aménagement, dans la ville de Paris aussi et autour, on a mis des digues. On a endigué la Seine et la Marne. Ce qui fait qu'on a augmenté le niveau et en augmentant ce niveau, on accepte donc plus d'eau qui s'écoule sur la Seine et la Marne.
Dernière chose, enfin, en amont de la ville de Paris, on a créé des bassins de rétention. Alors, ce fonctionnement est tout simple. Aux côtés de la Seine, on a creusé des bassins artificiels. Et lorsque l'eau de la Seine commence à monter, on va prélever, on va pomper l'eau de la Seine qu'on va stocker dans ces bassins. Et puis, lorsque l'eau de la Seine redescend, on va pouvoir ensuite libérer l'eau contenue dans ces bassins artificiels. Alors, tout cela paraît rassurant dans un premier temps, mais est-ce que c'est suffisant? Malheureusement, non. Alors pourquoi ce n'est pas suffisant? Première chose, c'est que la ville de Paris a connu une urbanisation très importante et les infrastructures ont recouvert de plus en plus d'espace. Parfois même, des habitations ont pris le pas sur des anciens terrains marécageux. En rajoutant du béton et de l'asphalte et des habitations sur des anciens sols qui pouvaient avant absorber l'eau, ça augmente le ruissellement et donc la capacité à inonder. Deuxième souci, c'est que, bien évidemment, certaines villes présentes dans ces zones seraient pour quasiment la totalité enfouies sous les eaux. C'est le cas de Choisy-le-Roi ou d'Alfortville qui sont vraiment bâtis sur des anciens terrains marécageux. Puis viennent les problèmes des transports souterrains. Les transports souterrains pourraient être arrêtés, alors bien évidemment pendant l'inondation, mais le problème c'est que ça détruirait durablement ces structures, donc ils se remettraient en place parfois des années après l'inondation. Vient s'ajouter à ça toutes les infrastructures, usines, etc., qui vont, elles, être arrêtées pendant l'inondation, ce qui va limiter, voire bloquer les transports des marchandises et des individus et qui mettra des problèmes pour avoir de l'eau potable ou l'électricité. Alors pour revenir, l'avantage de la ville du bassin parisien et de la ville de Paris, c'est de pouvoir avoir une nappe phréatique, une quantité d'eau pérenne avec des roches poreuses et perméables, mais il faut toujours penser à la balance, c'est-à-dire satisfaire ses besoins et à la fois penser aux aménagements du territoire.